Merci de votre accueil. Merci à vous d'être présent pour partager donc un certain nombre de considérations sur la thématique, la problématique émergente, aujourd'hui de plus en plus puissante à travers le monde, qui est la problématique des communs ou du commun, mais on va essayer de préciser un petit peu la signification de ces termes. Il ne vous a pas échappé que à certains égards, le commun était partout, c'est-à-dire que c'est devenu un terme extrêmement utilisé et qui attire, je dirais, les affects, les besoins, les désirs de nombreux de nos concitoyens qui sont particulièrement affectés, touchés, soit économiquement, soit moralement, ou symboliquement et politiquement par le cours du monde, et en particulier par cette espèce de rouleau compresseur du néolibéralisme. Tout se passe comme si, autour du terme de commun, que l'on entende au singulier ou au pluriel, tout se passe comme si autour de ce terme-là, s'amalgamait, se coagulait à la fois des désespoirs, des souffrances et des espérances. C'est le mot même qui dit un refus du monde tel qu'il va, et en même temps qui indique des voies pratiques de sortie de cet univers, qui indiquent que désormais, dès maintenant, on peut faire autrement que d'obéir à la logique normative générale du néolibéralisme. Puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler mes travaux, je dirais que par néolibéralisme, il faut entendre non seulement un certain âge du capitalisme, une certaine époque du capitalisme, marquée par une concurrence généralisée à tous les niveaux, à toutes les échelles de la vie, mais qu'il faut entendre aussi une certaine conception de l'individu, une certaine conception de la société, une certaine conception des rapports que nous avons les uns avec les autres, une certaine conception des subjectivités. Tout tourne avec le néolibéralisme autour de deux grands axes qui sont la concurrence comme principe de vie et l'entreprise comme mode d'organisation et mode de relation et mode d'action. Et ce qui est tout à fait frappant avec ce néolibéralisme, c'est que c'est en quelque sorte comme si le capitalisme était sorti de sa sphère propre, celle de l'accumulation du capital économique, pour devenir une loi du monde, une loi de la vie, en quelque sorte. Une espèce de devenir capital du monde et de la vie. Et c'est en ce sens qu'on a affaire à une réalité originale et pas seulement à la répétition des phases ou des cycles du capitalisme. On a affaire à quelque chose qui est la naissance d'une société et d'une subjectivité proprement néolibérale, proprement nouvelle, qui va jusqu'au changement, qui est déjà amorcé depuis longtemps, au changement de l'homme lui-même. Certains philosophes, comme Marcel Gauchet, parlent de mutation anthropologique. Cette affaire, peut-être le mot est-il un peu exagéré, en tout cas est-il discutable, mais il faut réfléchir dans cet horizon-là. Et donc ça pose la question de qui sommes-nous ? Et que voulons-nous faire de notre vie ? Et que voulons-nous faire les uns avec les autres ? C'est une question donc qui touche au fondement même de l'humain. Et je crois que ce qui est en train de se dérouler, enfin pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis quelques années, c'est le retour sous une forme conceptuelle, discursive, nouvelle, le retour finalement d'une exigence qui est celle d'abord d'un refus de cette mutation-là. Nous ne sommes pas des êtres égoïstes intéressés, faits pour la concurrence des uns avec les autres. Nous sommes autre chose. Et ce que nous sommes tire plutôt du côté de ce qu'on appelle le lien social, le vivre ensemble, la coopération.
la solidarité, l'entraide, enfin tous ces mots qui indiquent à la fois des valeurs et des modes de faire et des modes d'être dans la société. Donc derrière commun, si vous voulez, je crois qu'il y a déjà toute une configuration extrêmement large et parfois très confuse, une configuration d'aspiration, de rejet d'aspiration qu'il faut prendre très, très au sérieux. Avec mon ami Pierre Dardot, enfin, lorsque nous avons travaillé sur le néolibéralisme, nous avons toujours été attentifs aux formes de rébellion, aux formes de rejet et de refus, et à la manière dont ces rébellions, ces refus, ces rejets s'exprimaient, comment ils se disaient, comment ils se formulaient, à la fois dans les grands mouvements des places, dans des grandes mobilisations qui mobilisaient, qui agitaient toute une société, hein, dans les différents points du monde à partir de 2010. On a eu toute cette séquence qui n'est pas terminée, puisque ça a gagné Paris avec Nuit debout. Donc, à travers ce grand cycle de mobilisation, on a vu émerger des exigences, justement, qui étaient celles de faire autrement, parler autrement, décider autrement que à la manière et de la gestion de l'économie et de la gestion de l'État. On a eu aussi affaire à des multiples initiatives locales, partielles, de nouvelles formes d'activité qui ont pris des allures, des aspects extrêmement différents, aussi bien dans l'agriculture, dans le social, dans la culture, dans le numérique qui a été évoqué, qui est l'objet de votre réflexion. On a eu affaire donc à de multiples initiatives que nous appelons, nous, des expérimentations qui renvoient donc à ce qu'on appelle des communs. Alors c'est pour ça que je vais essayer d'abord, dans un premier temps, de préciser un peu le sens des termes. Parce que le commun, c'est cette aspiration générale que je vous ai dit, mais il faut aller un peu plus dans le détail et regarder, examiner ce qu'on entend précisément par ces termes-là. Et ensuite, je dirais comment nous avons interprété cette émergence des communs. Nous l'avons interprété comme un principe politique nouveau. Alors, à partir des années 80-90, on va observer un peu partout dans le monde, et de façon non coordonnée, ça c'est, je crois, important à le signaler, de façon non coordonnée, non programmée, non planifiée, on va assister à l'émergence d'une ou à la résurgence, pourrions-nous dire plutôt, d'une thématique des communs. Commun est un mot assez compliqué en lui-même. Commun, au pluriel, c'est un terme en français qui est assez nouveau dans les usages que l'on en fait aujourd'hui. Il faut bien s'en rendre compte. Commun est en fait une traduction de l'anglais commons. Le terme a de multiples sens en anglais. Hein, on connaît la House of Commons, la maison des communes, enfin, et des commoners, des gens du commun, des roturiers si vous voulez. Mais commons a un autre sens. Il désigne les pratiques collectives dans la société rurale régies par des droits coutumiers. Ce sont toutes ces activités collectives permises, y compris dans le cadre du droit féodal, toutes ces activités collectives qui permettent d'utiliser des ressources naturelles, des étangs, des forêts, d'utiliser des prés communaux, de ramasser du bois et des champignons. C'est-à-dire tout ce qui d'ailleurs survit encore dans de maints endroits comme des vestiges, mais parfois des vestiges assez actifs et vivaces, de ces pratiques très anciennes, qui ont permis à des communautés villageoises de vivre selon ce qu'on pourrait appeler la loi du lieu. La loi du lieu, hein, c'est la lex loci, c'est la loi finalement qui est celle d'une communauté qui se donne des règles à elle-même de gestion de ressources communes, à la fois pour les faire que leur utilisation soit équitable,
et en même temps que la ressource soit durable. Bon, ça peut régler la pêche, la chasse, le ramassage des bois, etc., etc. Ça peut concerner de multiples aspects de la vie sociale, ça peut concerner des chemins, etc. Ça a aussi une implication importante, c'est l'obligation. L'obligation que les gens ont les uns vis-à-vis des autres de respecter justement cette ressource commune. Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'en fait, c'est extrêmement important de comprendre que face à l'offensive néolibérale ou capitaliste à laquelle on assiste à partir des années 80, les mots de la résistance vont se dire de plus en plus dans les termes anciens, très archaïques des communs. Comme si les mouvements sociaux, altermondialistes, écologistes, avaient eu besoin de réinvestir cette vieille catégorie historique qui remontait à plusieurs siècles. Donc c'est par un travail d'analogie historique que le terme de commun est revenu à l'aide d'historiens, etc. etc. Ça a évidemment été nourri par de multiples références très diverses. On est revenu à Marx et à certains des chapitres du Capital sur la façon dont le capitalisme était né avec l'expropriation des paysans et de leur possibilités de vie avec l'extension donc de la propriété rurale. On a aussi relu des historiens. On a évidemment on a donné une grande importance, je vais insister là-dessus, à des travaux empiriques menés par des groupes et des groupes de chercheurs aux États-Unis, dirigé par quelqu'un de très important dans le mouvement des communs qui s'appelle Elinor Ostrom, une chercheuse américaine qui a été honorée par le prix de la Banque de Suède, dit prix Nobel d'économie en 2009. Donc cette Elinor Ostrom et son groupe de chercheuses et de chercheurs ont fait des enquêtes à travers le monde pour mettre en évidence que dans de très nombreux endroits, très différents, en Suisse, en Indonésie, en Amérique latine, etc., survivaient donc des pratiques collectives, des activités collectives très organisées, très réglées, qui d'ailleurs avaient construit, d'une certaine façon, ces systèmes institutionnels tels qu'ils avaient rendu à la fois efficace l'exploitation de la ressource collective, hein, c'était des étangs, des pêcheries, des lacs, des forêts, etc., des pâturages. Ils avaient donc rendu à la fois efficace cette exploitation collective et en même temps durable, à travers des siècles. Donner des exemples, par exemple, d'organisations collectives qui avaient duré des siècles. Hein. Elinor Ostrom donc travaille dans les années 80 et 90 sur ces questions-là, et elle le fait dans une optique assez intéressante, puisqu'elle essaye de montrer qu'il n'y a pas que le dilemme, que le duo du marché et de l'État. Le marché porté par les néolibéraux, comme finalement la seule manière de produire efficacement et d'allouer de façon optimale les ressources, et les socialistes ou les communistes qui ne voyaient dans l'État que la seule façon contraire de gérer l'économie, les ressources, etc. Donc, ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est de dire très simplement que ce qui apparaissait comme extrêmement ancien et qui semblait à la fois en voie de disparition partout dans le monde, et qui paraissait en tout cas incapable de la moindre efficacité sociale et économique, en fait, est tout le contraire. Elle essaye surtout de montrer que tous ceux qui, dans le courant du néolibéralisme, ont essayé de dire que les communs étaient impossibles du fait des comportements égoïstes des individus, que
toute cette démonstration était fausse. Car en effet, le néolibéralisme avait dans l'une de ses composantes un argumentaire qui consistait à dire que le commun était impossible du fait des comportements calculateurs et maximisateurs des individus. Et dès qu'on leur donnait la possibilité d'utiliser une ressource collective, en abuser nécessairement et détruisait la ressource collective. C'est un célèbre, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre, qui est à la fois biologiste et démographe, un certain Garrett Hardin, qui avait écrit un article en 68 qui s'appelait « La tragédie des communs ». La tragédie des communs était de la tentative de montrer l'impossibilité de la gestion collective d'une ressource collective. Et ce que montre Ostrom, donc, c'est que cette démonstration est fausse parce qu'elle part du principe que nous serions tous des individus atomisés, totalement indépendants, incapables de communication, incapables d'interdépendance avec les autres, incapables d'interaction, incapables de produire des règles collectives auxquelles nous obéirions dans nos comportements sociaux et économiques. Et vous voyez pourquoi je vous ai rappelé tout à l'heure la question des fondements et de la mutation anthropologique. Parce qu'on touche là le point essentiel. Les néolibéraux ne peuvent admettre qu'un seul type d'individu, qu'un seul modèle d'individu. Certes, ils peuvent toujours ajouter, comme le faisaient les vieux utilitaristes, que l'altruisme est une façon de satisfaire son intérêt personnel, etc., etc. Ils peuvent toujours, en fait, assimiler, si je puis dire, des comportements de type altruiste ou de solidarité. Mais en réalité, tout est gouverné par l'égoïsme et il aurait été difficile, voire impossible d'admettre qu'un collectif, qu'un groupe, n'importe quel groupe, de n'importe quelle taille, est capable de produire des règles non égoïstes, si je puis dire. Des règles qui, précisément, partagent équitablement et la charge, c'est-à-dire et le coût, et les bénéfices, c'est-à-dire de produire des règles de démocratie dans les affaires économiques ou dans les affaires sociales. Alors, je vous ai dit ça parce qu'on arrive là maintenant à la fois à l'histoire et à la théorie des communs. À travers ce que je vous ai dit, on pourrait avoir l'impression que les communs ne concernent que des ressources naturelles et que des modes d'organisation traditionnels, naturels et traditionnels. Et en effet, on peut avoir cette impression lorsqu'on lit une littérature ancienne, justement dans les années 90, où ce sont souvent les altermondialistes, les écologistes, etc., qui défendent finalement des espaces naturels ou des ressources naturelles menacées par des multinationales ou par des pratiques d'accaparement des terres dans telle ou telle région, ou de privatisation, comme ça a été rappelé, par exemple des privatisations de l'eau. Bon. Mais la notion de commun, au pluriel, donc comme mode d'organisation des ressources collectives, va progressivement s'étendre à mesure que le nouveau capitalisme lui-même étend sa logique propriétaire à des domaines de plus en plus larges. Le vivant, les connaissances, le numérique, et finalement l'ensemble des ressources qui lui permettent de faire des profits et qui sont accaparées par des modes nouveaux ou anciens, mais rajeunis et renforcés de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, au fond, ce à quoi on assiste depuis 20 ou 30 ans, c'est à l'extension de la brevetabilité des domaines de la vie et de la nature et de la connaissance. Et donc, à mesure que cette logique propriétaire du nouveau capitalisme s'étend, en réaction, le concept même de commun va se dilater.
des activistes, des militants, des acteurs et des théoriciens vont de plus en plus considérer que la notion de commun peut être utilisée en dehors du domaine historique, des vieilles formes des communs, qui ont été donc ravivés par l'analogie historique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça va être donc tout un champ nouveau qui va s'ouvrir à cette thématique, et en particulier le champ de la connaissance, le champ du numérique, ce qu'on va appeler les nouveaux communs, les new commons, et qu'on appelle aussi les communs de l'information ou les communs de la connaissance. Il y a plein de termes qui à ce moment-là surgissent. Bon, ce qui va inciter Elinor Ostrom elle-même à étendre le champ de ses analyses et à faire sien justement cet élargissement au domaine donc de l'information, de la connaissance, etc. Alors là, il faut juste remarquer une chose. C'est que les communs naturels, en fait, avaient comme caractéristique, précisément, de devoir être réglés par toute une série de consignes, de normes, si vous voulez, devaient être réglés pour ne pas épuiser la ressource, dans la mesure où cette ressource était relativement rare. Avec le nouveau domaine de la connaissance, les problèmes sont assez différents. Parce qu'il s'agit surtout d'empêcher les pratiques de raréfaction qui sont liées à la logique propriétaire. En d'autres termes, il s'agit de mettre en place des règles qui évitent la rareté par des outils juridiques divers et variés qui seront inventés au cours du temps. Car en effet, avec la connaissance, on a affaire à quelque chose d'assez particulier qui est, je dirais, sa labilité, sa diffusabilité, si je puis dire, le fait qu'elle puisse se partager sans grand coût, en tout cas apparemment. C'est le vieux thème, si vous voulez, qui avait été mis en avant par Jefferson, à savoir que personne ne pouvait s'approprier la connaissance, qu'on pouvait la diffuser finalement sans s'en priver. C'est une ressource éminemment partageable et qui n'est pas, comme disent les économistes, qui n'est pas rivale. C'est-à-dire que si je donne de la connaissance à quelqu'un, je ne m'en prive pas. C'est donc quelque chose qui a une qualité particulière et qui donc suppose, je dirais, un mode d'analyse un peu différent que celui des ressources naturelles. Mais peu importe, ce qui ici nous intéresse, c'est la façon dont cette thématique des communs, ce concept de commun, au pluriel, hein, s'est étendu progressivement, au point aujourd'hui, enfin depuis quelques années, de servir je dirais, de modèle universel à des activités extrêmement différentes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Pour l'anecdote, j'ai participé ces dernières semaines à au moins 3 événements liés à l'économie sociale et solidaire en France, où le thème central était commun et économie sociale et solidaire. C'est-à-dire comme si, aujourd'hui, des gens qui, au départ, ne sont pas nécessairement avertis de ces concepts-là, sentaient le besoin de réfléchir leurs pratiques, leurs activités, le sens qu'elles ont, à travers la grille d'intelligibilité du concept de commun. C'est vrai du côté du social, c'est vrai également du côté de la culture, où de plus en plus de gens réfléchissent aussi dans les termes de commun. Alors, dans le domaine du numérique, il y a toute une longue histoire de ce rapprochement.
Il y a évidemment, je dirais, dans le domaine de la culture et du domaine de la connaissance. Dans notre bouquin, nous rappelons que peut-être ceux qui ont été les premiers à penser les possibilités de collaboration ou de coopération sur Internet, à l'époque ARPANET, ont été des universitaires américains qui, d'après certains, sont les vrais inventeurs justement de l'Internet et qui ont créé précisément un réseau permettant la connexion entre les ordinateurs entre différents laboratoires et différentes universités. C'est dans ces milieux-là, en particulier du côté des gens qui travaillaient dans l'informatique, dans le MIT, etc., que un certain nombre de gens, comme Stallman et autres, ont théorisé l'idée qu'il fallait créer des outils pour empêcher l'appropriation privée du développement des logiciels. Ce sont dans ces milieux-là qu'on a rafraîchi aussi des conceptions plus traditionnelles de la science ouverte, qui supposaient l'accès ouvert des résultats de la recherche. On peut dire que à côté je suis très schématique, mais à côté des mouvements altermondialistes et des mouvements écologistes, l'un des foyers très, très important, très puissant finalement de cette problématique des communs a été le monde de la culture, le monde de la recherche, le monde de l'université. Et que ça s'est progressivement étendu et au champ, par exemple, aux États-Unis, des revues en open access, au domaine des bibliothèques, etc., etc. Bon. En gros, on peut dire que, à mesure que des gens pouvaient sentir que la logique de la brevetabilité, l'exploitation des ressources de connaissances par des grands éditeurs privés, que la manière dont les universités étaient de plus en plus transformées en entreprises sources de profit, etc. À mesure qu'il y a eu une sorte d'emprise de la logique capitaliste dans le monde de la connaissance, eh bien, s'est développée une résistance qui a pris, justement, qui a vu dans les communs je dirais, à la fois une référence, un modèle, un discours, un argumentaire qui correspondait à ce que faisaient réellement les chercheurs, c'est-à-dire un travail de coopération sans lequel la connaissance ne pouvait pas se développer. C'est-à-dire que là, on a vu quelque chose d'assez intéressant, c'est que la thématique des communs donnait forme politique, en quelque sorte, donnait une forme politique à ce que faisaient réellement les gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Alors, bon, les communs, j'ai parlé des communs, on peut maintenant essayer de mieux les définir. Ce qui est très important dans le travail d'Elinor Ostrom, que j'ai cité, qui est la référence historique principale, c'est la dimension de l'institution. Un commun, c'est une institution. On pourrait dire aussi, un commun, c'est un espace institutionnel. C'est un espace institutionnel plus qu'un bien qui serait commun intrinsèquement, naturellement, par des propriétés que la nature l'aurait données. Ceci tranche avec une autre conception du commun, qui est une conception juridique très ancienne et qui s'est prolongée dans l'économie politique, qui voit dans le commun la propriété intrinsèque d'une chose. Les Romains avaient inventé la catégorie de choses communes pour désigner toutes les choses qu'on ne pouvait pas saisir, dont on ne pouvait pas s'emparer. L'eau, par exemple, l'air, etc., étaient naturellement des choses communes.
Avec Elinor Ostrom, la nouveauté, c'est qu'elle se réfère au commun ancien, mais pour dire que ce qui importe, c'est le système de règles qu'une collectivité a construit pour exploiter une ressource. Donc, un commun, c'est une institution, un système de règles. Plus qu'une chose. Deuxièmement, un commun, c'est une pratique de mise en commun. C'est ce que les Américains appellent la pratique du commoning. Il y a une mise en commun, une décision de mise en commun. On décide de mettre en commun donc une ressource, un espace naturel, un champ, un fleuve, un étang, tout ce que vous voulez. On décide de mettre en commun une chose, c'est-à-dire que on décide de l'entretenir, on décide de l'exploiter, on décide de le réparer, on décide de faire tout ce qu'on veut. On décide de développer un logiciel, on décide d'avoir une activité culturelle, etc. Donc, on décide qu'un espace, ça peut être un espace urbain, ça peut être donc une rue, ça peut être tout ce que vous voulez. On décide que cet espace donc est commun, c'est-à-dire qu'il va être entretenu par une collectivité en fonction de règles sociales que la collectivité s'est donnée. Donc, vous voyez, il y a cette dimension d'institution et cette dimension d'activité collective réglée. Troisième aspect extrêmement important dans le commun, c'est la priorité qui est donnée aux usages collectifs par rapport à l'appropriation personnelle. La question, les règles dont j'ai parlé sont des règles qui visent donc à organiser des usages collectifs. Alors quand je dis usage collectif, évidemment ça peut s'entendre de façon extrêmement diverse en fonction de ce qu'on appelle la communauté de référence. Ça peut être un petit groupe qui se donne des règles pour ce petit groupe-là. C'est un usage collectif réservé à la collectivité qui a fixé ses règles et qui a décidé de mettre en commun un certain nombre de choses. Mais ça peut être aussi une ville, ça peut être une société tout entière, un pays, ça peut être le monde tout entier. C'est-à-dire que cette décision de la mise en commun est à multiples échelles possibles. On peut décider collectivement que donc une rue, une place pourra être considérée comme espace commun, donc entretenu, géré et gouverné par des usagers. On peut décider que le climat est un commun de l'humanité et que ce commun de l'humanité doit être entretenu par l'humanité tant que tel, peut-être au-delà des États, par d'autres systèmes juridico-politiques plus efficaces que l'intergouvernementalité étatique d'aujourd'hui. Bon, au fond, par commun, donc, on peut entendre toute forme d'institution qui organise une mise en commun de ressources, d'espaces, de connaissances à l'usage collectif. Et à la fin de sa vie, elle est hélas décédée quelques temps après ce prix Nobel. Elinor Ostrom se dirigeait vers, elle était une personne extrêmement créative, elle se dirigeait vers cette idée sur laquelle ce qu'elle avait étudié comme communs très locaux, très partiels, concernant quelques centaines de personnes, à chaque fois, au maximum, ces communs pouvaient avoir des dimensions très différentes. Elle avait déjà remarqué que dans l'espace numérique, on avait complètement dépassé justement les petites communautés d'usagers des ressources naturelles. Elle avait déjà eu le temps de remarquer que des grandes encyclopédies collaboratives comme Wikipédia pouvaient mobiliser des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs et de commoners.
de participants au commun. Mais elle allait jusqu'à dire à la fin que des grandes questions de l'humanité, les grandes questions de l'humanité, en particulier la question climatique, devaient être abordées aujourd'hui avec l'outillage théorique et politique des communs. Et elle avait eu l'intuition même que c'était peut-être la seule manière aujourd'hui pour l'humanité de trouver des solutions originales et à la hauteur des défis qui nous étaient posés. Que désormais, finalement, il fallait créer, il fallait imaginer la création d'institutions nouvelles à l'échelle de l'humanité et correspondant à la logique des communs. Alors, à partir de là, que peut-on faire de cette catégorie-là? Bon, d'une certaine façon, l'histoire avance. Je dirais qu'il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il y ait un effet viral, constatable, objectivable, de la catégorie de commun. La catégorie de commun, toujours au pluriel, c'est une catégorie qui, aujourd'hui, est devenue un vrai phénomène historique. Et il faut l'admettre comme tel, le prendre comme tel, c'est-à-dire au-delà des personnes qui sont investies, au-delà des gens qui ont écrit des bouquins, au-delà des gens qui veulent en faire des programmes, il faut bien constater que ça a désormais un effet viral, et pas seulement au niveau d'un pays, etc. C'est, deuxièmement, un effet mondial. Il y a là quelque chose qui doit aussi nous interroger, c'est que le surgissement de la thématique des communs s'est fait simultanément dans un très grand nombre de pays et de continents, et que désormais il y a comme une sorte de langue mondiale, de langue globale qui s'est constituée, qui tourne autour de ces notions-là. Troisième élément, troisième remarque, chaque pays ou chaque continent a apporté sa pierre, a apporté, je dirais, un morceau de cette thématique. Les Américains ont apporté avec Elinor Ostrom un cadre théorique qui est un point de départ. Ils ont apporté aussi toute une série de réflexions et d'outillages juridico-économiques sur le numérique. Ce sont eux qui ont été le plus loin, enfin ils ont été en avance et en même temps le plus loin dans cette réflexion sur la façon dont on pouvait poser des règles permettant la non-appropriabilité, la non-appropriation des ressources collectives produites par la coopération sur le numérique, copyleft, Creative Commons, etc., GPL, etc. Bon. Donc, il y a eu, là, de ce côté-là, des avancées considérables. Je pourrais prendre l'exemple plus proche de nous de l'Italie, qui a été aussi un foyer extrêmement important de la réflexion sur les communs, avec une très grande originalité. C'est que au cours des luttes qui se sont déroulées en Italie contre la privatisation de l'eau, s'est développée une réflexion de juristes qui eux-mêmes étaient liés aux mouvements sociaux, de juristes qui ont donc créé des commissions réfléchissant à l'introduction dans le code civil italien d'une catégorie de biens communs. Donc eux, ils maintiennent l'expression de biens communs qui sont définis par le fait que ces biens communs donc doivent répondre à des droits fondamentaux de la personne. Donc ils partent de la personne, de ses droits fondamentaux, pour décider que tel ou tel bien seront des biens communs qui devront être à la fois aidés, financés, protégés par toute la collectivité. Et on voit en Italie aujourd'hui de multiples villes italiennes, dont la plus importante est sans doute Bologne, qui se sont dotées de chartes des biens communs et qui donc font des biens communs une véritable politique municipale. On voit également en Espagne quelque chose de très nouveau, très récent, qui est que le commun devient un principe, un axe, la ligne de force politique des municipalités. Je pense
aussi bien à Barcelone qu'à Madrid ou à un certain nombre de villes où des coalitions d'associations et de partis ont gagné les élections municipales. Je pense tout particulièrement à Barcelone avec la liste d'Ada Colau, Barcelone en commun. Aujourd'hui, le commun désigne de véritables pratiques politiques nouvelles, ou plus exactement des laboratoires de pratiques politiques urbaines nouvelles, qui sont, qui reposent sur trois pieds, en quelque sorte. Une équipe municipale ouverte aux désirs de la population et qui donc a comme objectif de ne pas se substituer aux vœux de la population, donc qui met en question ce qu'on appelle la représentation. Deuxièmement, des assemblées de quartier, c'est-à-dire la démocratie participative dans une ville et les institutions qui lui sont nécessaires. Et troisième point, le tissu de coopératives et d'associations autogérées dans la société. Donc vous avez quelque chose qui est en train de se constituer aujourd'hui, une nouvelle définition en quelque sorte de la politique, d'une politique qui ne serait pas seulement une politique de parti. Et là on a quelque chose aussi d'extrêmement intéressant, c'est que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent autour des communs semblait relever plutôt de l'économie, de la production, de la gestion de ressources ou de la création de ressources nouvelles. Commun est devenu une catégorie politique puisque l'organisation politique même des villes, ou des quartiers ou des pays tend aujourd'hui à se dire aussi à travers cette grille d'intelligibilité. C'est comme si au fond on avait maintenant deux registres des communs, les communs socio-économiques, je puis dire, et d'autre part les communs politiques, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut inventer d'autres modes d'organisation à l'imitation justement des communs économiques. Comme si finalement la politique devait se calquer sur ce qui peut s'inventer ailleurs dans d'autres domaines. Et cela répond évidemment à tout, cela fait écho à toutes les aspirations à la démocratie réelle, à la démocratie profonde, à la démocratie directe, enfin à toutes ces formes aujourd'hui qui apparaissent ou qui réapparaissent plutôt dans les grandes mobilisations, ou d'ailleurs dans des gestions de villes. Bon. Alors, au fond, quand je vous posais la question, je me posais la question, qu'y a-t-il à faire? Au fond, il y a déjà à regarder ce qui se fait un peu partout, c'est-à-dire cet effet viral, à constater cette dimension globale des communs, à remarquer comment s'inventent aujourd'hui donc des articulations nouvelles entre le politique et l'économique autour de cette catégorie, et puis peut-être d'aller un peu plus loin, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec Pierre Dardot dans notre livre où l'on utilise commun de façon assez différente de celle dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Nous avons essayé de tirer les leçons de tout ce surgissement. Et nous nous sommes demandé si, avec cette émergence des communs, donc nous n'avions pas affaire à un principe politique nouveau qui devait être pensé comme tel, qui devait être élaboré comme tel. Un principe politique qui serait précisément le principe contraire et le principe alternatif au principe du néolibéralisme dont j'ai rappelé les grands aspects tout à l'heure. Plutôt que la concurrence, la coopération, plutôt que l'appropriation générale des ressources, l'inappropriabilité, ou le droit d'usage collectif, plutôt que l'égoïsme magnifié, l'altruisme, la solidarité, la réciprocité. Donc, au fond, la question qui s'est posée pour nous, c'est que, d'une certaine façon,
cette extension virale des communs nous dit quelque chose sur le besoin que nous avons d'un axe politique nouveau qui ne soit pas un programme politique en tant que tel, c'est pas là une affaire de politiciens, mais qui soit un principe politique tel que des traités politiques peuvent les formuler, un principe politique, donc qui aurait deux caractéristiques, tiré des pratiques, tiré des luttes, tiré des expérimentations, qui aurait deux principes, deux axes, deux aspects. Premièrement, eh bien, une exigence d'autogouvernement démocratique, en particulier dans la définition des règles d'organisation de la production de la ressource ou du gouvernement de la cité, ou ce que vous voulez. Donc, un principe d'autogouvernement, ce qui nous ramène évidemment à cette longue histoire de la démocratie et de ses perversions et de ses trahisons depuis pas mal de temps. Et puis, deuxième axe, eh bien la remise au pas, si je puis dire, la mise au pas ou la relativisation de la propriété privée. Alors, il y a ces deux aspects qu'on pourrait traiter, démocratie d'un côté, et puis la question de la propriété privée. En fait, la question de la propriété privée, elle nous est posée par le néolibéralisme lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas nous qui l'avons imposée, elle s'est révélée toute seule, d'une certaine façon. Il y a eu, avec cette généralisation de l'appropriation du vivant, des connaissances, ces manières d'imposer de nouvelles clôtures, de nouvelles enclosures, il y a eu, en quelque sorte, là, une tentative par le capital, qui existe toujours, qui est toujours très forte, donc de s'emparer de tout, de la totalité, finalement, de l'existence, de la vie, de la culture, comme si, d'une certaine façon, tout pouvait être, et tout devait être source de profit. Cette logique de l'appropriation, elle est liée très profondément aux nouvelles formes du capitalisme. D'une part, à l'accentuation de la concurrence, à l'intensification de la concurrence qui pousse justement à l'exploitation de tous les gisements de profit, quel qu'il soit. Donc il y a une espèce de course aussi à l'accaparement des ressources, quelles qu'elles soient. Hein. Et puis aussi, et ça les économistes ont beaucoup insisté ces dernières années là-dessus, sur la place, disons, de l'information ou de la connaissance dans les processus productifs. Le fait que désormais le capitalisme donc se nourrissait en quelque sorte donc de l'exploitation des formes de connaissances multiples ou des informations dont il avait besoin pour contrôler la société, contrôler les marchés, etc. Les grandes bases de données constituées par les grandes firmes en sont quelques aspects, quelques composantes importantes. Et puis évidemment, l'autre aspect extrêmement intéressant que vous avez abordé, c'est le fait que le nouveau capitalisme exploite le commoning, exploite de plus en plus la mise en commun. Alors, ce n'est pas une affaire nouvelle puisque la coopération orchestrée par le capital est bien à la base, justement, du décollage et du développement industriel. Marx l'avait parfaitement montré dans Le Capital. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une exploitation qui dépasse de loin l'exploitation des salariés dans les entreprises. C'est une exploitation, finalement, des pratiques de mise en commun sur les plateformes, sur ce que vous connaissez bien, les Facebook et autres, et même c'est l'exploitation par toutes les entreprises dans différents domaines, donc du désir de collaboration ou d'information ou de jugement des consommateurs. C'est une sorte de mise au travail gratuit, de mise en exploitation du travail gratuit des consommateurs ou des usagers. On a donc affaire à quelque chose d'assez étonnant, c'est que le nouveau capitalisme,
que certains appellent le capitalisme connexionniste, a très vite compris tout ce qu'il pouvait tirer, justement, du fait que chacun pouvait se connecter, donc à des plateformes, à des sites, etc., et participer à l'invention, à la critique, aux suggestions qui pouvaient être faites, et même chacun pouvait avoir le désir de participer à une communauté d'usagers ou de consommateurs, etc. Donc, si vous voulez, la question de la propriété et de l'appropriation s'est posée de façon nouvelle, d'une part par l'exploitation des gisements de profit qu'on pouvait trouver dans le champ de la connaissance, mais aussi dans l'exploitation des nouvelles possibilités technologiques de communication. Et la tentative d'appropriation, justement, par les multinationales, ou par les grandes entreprises en tout cas, par les oligopoles, l'exploitation de tout ce que des gens pouvaient mettre en commun par les nouveaux moyens technologiques. Donc je crois que cette question de la propriété nous est revenue, si je puis dire, en pleine figure, et que la thématique des communs répond à cette emprise de la propriété et nous permet de toucher un socle du capitalisme lui-même. C'est-à-dire la question longtemps laissée de côté, y compris par le mouvement socialiste, de la propriété privée, qui a été considérée depuis plusieurs siècles comme la base de la liberté et comme la source de la prospérité. À partir du XVIIe siècle, du XVIIIe, enfin, il y a une sorte de doctrine qui s'impose, qui veut que la propriété, donc, soit la base même de la société civile, soit le fondement même de notre civilisation, et que la tâche des États est d'abord et avant tout de défendre, de protéger la propriété privée. Et le droit civil, le droit public doit au fond être organisé autour de cette défense de la propriété privée. Il y a des célèbres textes qu'on revisite dans notre bouquin qui le montrent. Donc la question du commun repose cette question de la propriété privée et de l'appropriation. Et elle touche un fondement donc de notre organisation sociale et économique. Un célèbre auteur du XIXe siècle, qui porte le nom de Proudhon, avait eu une intuition absolument remarquable lorsqu'il avait expliqué, selon une formule très célèbre, que la propriété c'était le vol. La propriété c'est le vol, mais de quoi? La propriété, expliquait-il, c'est le vol de la force collective. Il avait eu cette intuition remarquable que le propriétaire des moyens de production, en fait, payait chacun individuellement, comme s'il s'agissait d'une force individuelle, alors qu'il exploitait une force collective, c'est-à-dire la capacité qu'avait une collectivité mise ensemble, ou un groupe de travailleurs mis ensemble, de produire beaucoup plus que n'aurait fait une simple addition de forces individuelles. Et là, je crois que c'est ce qui, aujourd'hui, doit être une source d'interrogation sur et un moyen de lecture de ce qui est en train de se produire. Et aussi une explication du pourquoi le commun est redevenu ou est devenu finalement la forme même de pensée et d'action de ceux qui s'opposent au néolibéralisme. C'est qu'on peut avoir de plus en plus conscience, par les pratiques que nous avons, les pratiques justement de coopération, etc., dont j'ai parlé, nous pouvons de plus en plus avoir conscience que la source de productivité et la source de richesse provient de la coopération des individus, du commoning. Et ceci
c'est une hypothèse que j'avance, et ceci est très largement dû, me semble-t-il, aux usages, ou à certains usages que nous avons faits du numérique. Ce n'est pas du tout le numérique lui-même, à lui seul, qui engendre le commun. Ça, je m'oppose plutôt aux versions technologicistes ou technicistes, si vous voulez, qui partent d'un déterminisme technologique. Mais je crois que si nous avons aujourd'hui à nouveau conscience, comme au XIXe siècle, que la richesse vient de la force collective, cela tient, d'une certaine façon, aux pratiques que nous avons. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais faire juste, pour terminer, une petite lecture historique. Proudhon, quand il écrit ça, en 1840, il parle encore d'un monde où on a des hommes de métier, des ouvriers, mais qui sont encore assez largement des artisans, si je puis dire, qui possèdent un métier, et qui peuvent encore avoir conscience, avant le grand capitalisme de la grande industrie et du machinisme, qui peuvent avoir encore conscience que c'est le fruit des efforts collectifs dans l'atelier, c'est le fruit de leur coopération qui fait la richesse. D'où d'ailleurs entre 1820 et 1840 la montée très forte de la problématique de l'association et de la coopération, qui seront les deux grands thèmes du socialisme. Bon. Ce qui se passe après avec le machinisme, le développement de la grande industrie, c'est le fait que le capital organise lui-même la coopération, et que, comme le montrait Marx, dans le Capital, il y a un effet d'illusion qui est produit par ce machinisme et cette grande industrie, qui fait qu'on a l'impression que c'est le capital qui est seule source de richesse. Et que les ouvriers ne sont que des rouages ou des annexes, finalement, du système de machines. Le capital est plus que jamais la source de la richesse. Et là, comme il explique, il le dit bien, il dit, au fond, cette force collective des travailleurs coopérants devient la force collective du capital. Et le discours de l'économie politique, finalement, va reproduire, jusqu'à nos jours, cette illusion que la richesse vient du capital, que le capital engendre la richesse, que le capital engendre le capital. Et on entend ça encore tous les jours à travers le mythe de l'entrepreneur innovant, seul créateur de richesse. Bon, ça c'est l'idéologie générale, bon, c'est-à-dire une manière d'effacer totalement la source de la richesse dans la coopération. Et c'est aussi ce qui justifie les salaires monstrueux ou les revenus monstrueux, soit des actionnaires, soit des dirigeants des grandes entreprises. Hein. Il n'y a que ça qui peut, il n'y a que cette illusion, si vous voulez, qui peut justifier des salaires de ce genre. Ce qui est en train de se produire avec commun, c'est, me semble-t-il, donc une nouvelle phase dans laquelle on a affaire à une lutte. C'est un champ de lutte, toute ça, une lutte entre finalement ceux qui orchestrent les nouvelles formes de force collective, hein, sur le numérique, les grands tenants du capitalisme digital, les grandes entreprises dont le taux de croissance est totalement inédit dans l'histoire, hein, du fait même que justement ils exploitent des bases d'informations qui leur sont données par les participants à ces plateformes. Et puis d'autre part, tous ceux qui développent des usages et des pratiques qui permettent de prendre conscience que c'est nous, c'est le nous qui en fait produit la nouvelle forme de richesse. Et donc, voilà, moi j'ai le sentiment que aujourd'hui, la lutte est engagée donc autour du commun, entre deux grandes forces, hein, si je puis dire, et de grandes dynamiques. D'un côté,
la dynamique qu'il faut bien dire dominante, la dynamique dominante des multinationales animées par ce désir de profit illimité et donc d'appropriation générale. Et puis d'autre part, cette logique minoritaire, mais qui est quand même, qui se développe à grande vitesse, qui tient à l'institution de nouvelles pratiques. Et à partir de là, qui tend à développer une nouvelle pensée politique, de nouvelles formes d'organisation politique, par exemple beaucoup plus horizontales, qui posent des questions aujourd'hui très radicales sur la forme de démocratie qu'il nous faut mettre en place et le type de production qui n'aurait plus comme destination l'accumulation privative des biens. Voilà. J'ai fait un peu le tour un petit peu rapidement de tous ces aspects pour donner un petit peu un cadre à notre discussion. Et je vous remercie de votre attention.